Nous continuons donc avec les propriétés nécessaires pour comprendre le test de Mann-Whitney. Donc, on a vu quelles étaient les statistiques intéressantes pour ce test. Donc, mu, c'était la somme des rangs moins n plus 1 sur 2. C'était une variable qui prenait valeur entre 0 et np. Et puis, un v était une variable complémentaire, d'une certaine manière, entre 0 et np. Voyons les propriétés, donc c'est plus en détail de ces variables. Donc premièrement, leur somme, ça donne MP. Donc on est à la proposition 324. Donc sur les hypothèses qu'on a déjà évoquées, la somme des mu et MV, ça donne MP. Ensuite, la loi de MV est symétrique. Et puis la loi, MU et MV ont la même loi. Et puis en fait, MV égale nombre de paires UI, VJ parmi tous les paires possibles. Et donc on compte les paires telles que UI sont inférieures à VJ. Très bien. Voyons les éléments de preuve. Donc, tout d'abord, sigma 1 plus sigma 2, c'est la somme de rang de toutes les variables. Donc sigma 1 plus sigma 2, c'est la somme de i allant de 1 jusqu'à n, ça veut dire nn plus 1 sur 2. Donc, bien sûr, ça nous donne l'information immédiate sur mu plus mv, qui est égal à sigma moins quelque chose, sigma 2 moins quelque chose. Ben, finalement, ça va être ça, qui n'est rien d'autre que n plus 1 sur 2, parce que je rappelle, n, c'est égal à n plus p. Et puis, il faut retrancher les deux quantités. Et si on fait les calculs, ça donne np. Donc, la première partie de la preuve, elle est immédiate. Maintenant, on se place sur H0. Ça veut dire, on suppose que f égale g, ça veut dire que les U et les V sont tirés selon la même loi. Il y a une astuce pour montrer que la loi de MV est symétrique, pareil que la loi de Min d'ailleurs, c'est de prendre les rangs lorsqu'on ordonne de façon décroissante. Donc, initialement, on avait les rangs S1 et SP qui étaient où on ordonnait l'échantillon global de manière croissante. Mais là, on va les ordonner de manière décroissante. Et donc, S1', SP', ça va être les rangs des V1, VP dans l'échantillon global lorsqu'on ordonne de façon décroissante. De la même manière, on peut montrer, et là, on ne va pas le faire, que S1 SP', c'est un vecteur aléatoire uniforme. Ça veut dire que la probabilité qu'il soit égal à R1 et RP, c'est 1 sur ce qu'il faut. Là, c'est le nombre de PUPLE possibles comme valeur. Et donc, finalement, c'est une loi uniforme. Donc, finalement, c'est la même loi que les S1 et SP. N'est-ce pas? Parce qu'on a déjà montré par ailleurs que ça, c'était la loi des S1 et SP. On est sur H0, je rappelle. Donc, finalement, sigma 2 a la même loi que sigma 2', avec les notations évidentes. Sigma 2', c'est la somme des S1' et SP', puisque voilà, c'est une fonction d'un vecteur aléatoire. Les deux vecteurs aléatoires ont la même loi. Très bien. Maintenant, SJ et SJ' ne sont pas vraiment prises au hasard. On a un échantillon ordonné. Ensuite, qu'on l'ordonne croissant ou décroissant, on voit, si on parcourt dans le bon ordre, on voit les choses de la même manière. Donc en fait, le JM rang, si on ordonne croissant, ça va être le N plus 1 moins SJ si on ordonne de manière décroissante. Donc ça, c'est immédiat parce que c'est la même suite, mais parcourue à l'inverse. Bon. Donc, parce qu'on, par exemple, SJ, on le retrouve, on parcourt 1, 2, 3 jusqu'à SJ, et l'autre, on parcourt de N plus 1 jusqu'à se retrouver SJ. Et donc, finalement, sigma 2', c'est le S1', ça veut dire N plus 1 moins S1, et ainsi de suite. Et donc, on retrouve que c'est N plus 1 fois P, parce qu'il y en a P en tout, moins sigma 2. Et donc, finalement, on a ça. Sigma 2' a la même loi que sigma 2, donc sigma 2 est la même loi que n plus 1 p moins sigma 2. Et donc, ceci implique, si on fait une petite addition, donc on va se rappeler que mv c'est sigma 2 moins ça, donc on ajoute mv plus ça, donc on retrouve sigma 2 à la même loi que
ça, n plus 1, ça veut dire 1 plus p plus 1 fois p, moins sigma 2 qui est toujours le même. Et donc finalement, si on retranche les quantités immédiates, on retrouve que mv, donc on retranche p plus 1 sur 2 des deux termes, à la même loi que np moins mv, ce qui n'est rien d'autre qu'une caractérisation de la loi symétrique par rapport à np divisé par 2. Très bien. Troisième item à démontrer, c'était que sur f0, ça veut dire quand f égale g, alors les mu et mv ont la même loi. En fait, quand on regarde qu'est-ce qu'on a déjà démontré, mu plus mv égale np, et puis mv, on regarde ici, hein, si on veut, donc mp a la même loi que np moins mv a la même loi que np moins mv, qui est la même chose que np moins mv égale à np moins mu. Et donc finalement c'est mu. Donc il n'y a pas de... c'est fini. Mu et mv ont la même loi. Pour le item 4, on va admettre, vous avez la démonstration, mais on ne va pas le demander à l'examen, donc je ne vais pas le surligner et il ne va pas être demandé. Très bien. Dernière information nécessaire pour construire donc le test statistique, c'est une information de type asymptotique qui peut être utile lorsqu'on veut tabuler par exemple les lois, et puis aussi pour le test. Donc premièrement, pour la construction de tests, sous les conditions qu'on a déjà vues plusieurs fois, les lois de mu et mv sont libres. Ça veut dire qu'elles ne dépendent pas de f, qui est la fonction de répartition commune des ui et uj sur la loi h0. Elles vont dépendre bien sûr de m, n et p. Et puis, asymptotiquement, donc, pour construire un test, donc, on est déjà rassuré, donc on a des statistiques qui ne dépendent pas des lois, donc c'est bon, on peut construire. Ensuite, il se peut que pour les n et p grands, on a du mal à tabuler de telles statistiques. Donc on aimerait bien avoir une information asymptotique. L'information asymptotique, c'est la suivante, que mu moins la moyenne de mu sur la variance, c'est une loi normale quand n et p tend vers infini. Et la même chose donc pour mv, bien sûr. On va admettre cette deuxième partie, on va regarder surtout la première. Qu'est-ce qui est mu? Mu, c'est sigma moins nn plus 1 sur 2. Ça veut dire R1 plus R2 plus Rn moins nn plus 1 sur 2. Donc ça, c'est une fonction de R1 plus Rn sur 2. Mais ce vecteur R1, etc., Rn, en tant que vecteur, on connaît la loi de ce vecteur. Elle est donnée là-bas. Donc, il n'y a pas de f là-dedans. Donc, on voit bien que le résultat, donc le mu, il ne dépend pas de f. Donc, on a démontré que c'était de loi libre. Ensuite, l'espérance et la variance qui apparaissent là-dedans sont les mêmes que celles qu'on a pris. Donc, nous, on a vu pour les sigma et sigma 2, il faut retrancher la constante nn plus 1 sur 2 pour obtenir les mêmes, pour obtenir les bonnes quantités. Donc, on peut en déduire. Et donc, finalement, voilà, on a notre test. Donc, il y a une loi, il s'agit d'être tabulé, on n'a pas de manière explicite, une loi qui porte sur les mu, par exemple, et on fait un test avec région de Régé usuelle, tout est écrit d'une manière usuelle, sur cette variable qui a une loi libre de f et g. En pratique, à nouveau, pour les valeurs n et p petites, on tabule, et pour les valeurs grandes, on va utiliser le comportement asymptotique. Donc on sait qu'asymptotiquement on a une loi donc avec l'utilisation de l'approximation gaussienne.
continue avec quelques considérations donc sur les tests. Donc avec R, en fait, c'est attention, donc il faut mettre perd égale F parce que en fait c'est à nouveau, on a fait les commentaires, c'est pas quelque chose qui est un appariement. Et puis deux trois commentaires, on va pas en faire trop. Là ces tests sur les rangs sont plus robustes. Pourquoi? Parce que par exemple ils réagissent très bien aux outliers, donc aux valeurs aberrantes, ce qui n'est pas le cas de la moyenne par exemple. Mais c'est le cas de la médiane. Et donc là, quand on a des incertitudes sur la précision sur ces données-là, il vaut mieux préférer des tests robustes. Je vous laisse éventuellement lire les quelques citations qui sont disponibles sur l'utilisation de ces tests-là. Bien sûr, on avait déjà discuté que les tests paramétriques sont lorsqu'on a des informations sur les lois. Les tests non paramétriques ne sont pas aussi puissants, mais au contraire sont plus robustes, donc ils permettent de tirer des bonnes conclusions, même quand on n'a aucune information, par exemple, sur la loi. Vous voyez qu'on a vu plusieurs tests. Il y avait le test de Wilcoxon, par exemple, le test de Mann-Whitney. Ils utilisent des contextes différents. Donc chacun, il s'agit bien sûr de l'utiliser en fonction des informations disponibles. Quand il n'y a que l'information positive ou négative disponible, on utilise le test du signe. Et quand il y a un peu plus d'informations, on utilise le test de Wilcoxon et ainsi de suite. Ensuite, le test de Wilcoxon, c'était avec 2 échantillons, mais de la même manière que pour l'analyse de variance, on peut faire des tests portant sur plusieurs échantillons. Là aussi, il y a un test de Kruskal-Wallis qui fait l'équivalent de Wilcoxon pour plusieurs échantillons. Ensuite, peut-être dernière petite remarque sur le test de Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov, c'était un test sur toute la distribution. Mann-Whitney, c'est pas pareil. Donc il y a des hypothèses qui sont différentes. Le Kolmogorov-Smirnov va être sensible à tout changement, peu importe où il apparaît dans les deux distributions. Et ça marche aussi quand on n'est même pas sûr que c'est la même loi décalée de quelque chose. D'accord. Et donc, Mann-Whitney va être plutôt sensible à un changement de position et pas à des changements dans la loi. Donc, je vous invite à regarder les illustrations. C'est des illustrations numériques pour voir un peu de comment ce test se calcule. Et ces considérations donc, nous permettent de finir ce chapitre. On se verra la fois prochaine pour un nouveau chapitre. Merci.